Donc, pour préciser un peu d'où je vous parle, je suis donc agronome, fils de paysan, et j'ai travaillé comme technicien en agriculture conventionnelle avant de travailler ensuite en agriculture bio, donc sur le terrain avec les agriculteurs, et j'ai travaillé notamment à l'accompagnement d'agriculteurs dans la transition, dans le changement agricole. Et c'est important parce que ce que je vais pouvoir évoquer sur l'aspect restauration collective, c'est quelque chose que j'ai connu au niveau des agriculteurs et je pense qu'il y a beaucoup de points communs. Et il se trouve que j'ai travaillé aussi pendant 8 ans à la Fédération nationale d'agriculture bio, où je pilotais notamment des dossiers européens et j'ai été un des pères des aides à la bio qui viennent d'être supprimées récemment. Mais je n'en fais pas une affaire personnelle, c'est dommage pour d'autres raisons. Et je suis aussi anthropologue maintenant, donc je changerai par moment de casquette. Alors on m'a demandé de répondre finalement à cette question, pourquoi développer la bio en restauration collective? En une demi-heure, c'est une gageure, mais je vais dérouler quelques éléments de réflexion. Alors c'est très bien parce que Éric Billouet, juste avant, a terminé son intervention par ce par quoi je prévoyais de commencer la mienne. Mais je vais quand même revenir un tout petit peu dessus pour zoomer sur les aspects qui me paraissent fondamentaux. C'est finalement pourquoi est-ce qu'on mange? Alors, bon, je ne vais pas vous poser la question puisqu'il a déjà donné les réponses. Mais je partage complètement la dimension plaisir et se réunir. Parce que vraiment, il faut bien comprendre que d'un point de vue anthropologique, on sait que l'humain a émergé du primate parce qu'il vivait en société. Ça aurait été impossible. Le développement du cerveau tel qu'on l'a aujourd'hui aurait été impossible si nous ne vivions pas en société. Je ne vais pas développer parce que c'est un peu hors sujet. Et donc tout ce qui constitue la vie sociale, la relation sociale, est absolument fondamental dans ce qui nous constitue comme humains. Donc la dimension plaisir partagé de l'alimentation, c'est quelque chose qui nous constitue comme humains. Donc c'est quand même sympa de se dire ça quand vous partagerez votre prochain repas, de vous dire je me constitue comme humain. Mais d'un point de vue biologique, il y a 2 raisons fondamentales. L'apport de nutriments, des briques du vivant, mais ça, il n'y a pas besoin de manger beaucoup pour les avoir, hein, à condition de manger 5 fruits et légumes par jour, bien sûr, que vous faites tous scrupuleusement, j'imagine. Mais le facteur limitant, ça va être l'énergie. C'est pas pour rien que les rations alimentaires sont calculées en kilojoules, théoriquement, calories encore pour beaucoup, qui sont de toute façon l'une comme l'autre des unités d'énergie. C'est le facteur limitant en termes d'alimentation. Pourquoi l'énergie? C'est vraiment fondamental d'avoir ça en tête, parce que l'alimentation n'est pas autre chose, enfin, bon, à part les autres points que je viens d'évoquer, mais l'élément central de l'alimentation est quand même de nous apporter de l'énergie que nous, humains, animaux, ne sommes pas capables d'aller chercher dans le soleil. La source de la vie sur Terre, c'est l'énergie solaire. Incidemment, même le pétrole vient du soleil, puisque ce sont des végétaux fossilisés. Comme nous ne sommes pas capables de récupérer l'énergie directement du soleil, nous ne pratiquons pas la photosynthèse, il faut bien qu'on aille la chercher ailleurs. On va la chercher par l'alimentation. C'est très important d'avoir ça en tête, parce que ça nous rappelle que le rôle de l'alimentation, que ce soit chasse-cueillette ou que ce soit agriculture, c'est d'abord un transfert d'énergie. Un transfert d'énergie solaire vers une énergie assimilable par l'homme. Alors après, pourquoi l'agriculture? Parce qu'après tout, la chasse et la cueillette, à l'époque de nos ancêtres, à l'époque où l'agriculture a été inventée, la chasse et la cueillette suffisaient. Il y avait très peu d'humains sur Terre. L'agriculture n'a pas du tout été inventée pour des raisons de population. La croissance de la population est venue après. Elle a été permise par l'agriculture, elle n'a pas été la cause. Alors pourquoi l'agriculture? Parce que, ça a été aussi très rapidement évoqué précédemment, pour des raisons symboliques, pour des raisons culturelles. L'agriculture a permis d'organiser des sociétés, d'organiser des pouvoirs, pour le bien et le moins bien. Et en particulier, l'agriculture permet un contrôle du vivant. Nous ne sommes peut-être pas les seuls animaux à être conscients de notre propre mort, mais ce qui est sûr, c'est que c'est notre cas. Et c'est quelque chose qui est, vous le savez tous, on est tous passés par des périodes douloureuses quand on prend cette conscience-là à l'adolescence ou à l'enfance. C'est pas simple de vivre avec la conscience de notre propre mort. Eh bien, l'agriculture joue un rôle absolument central dans la manière dont l'humain dépasse cette difficulté-là en prenant le contrôle du vivant.
À chaque fois que je projette mes mots, ça fait des vibrations, j'espère que ça ne vous dérange pas. Et donc il y a une dimension symbolique, mais qui n'est pas du symbole accessoire, c'est du symbole absolument vital pour qu'on puisse continuer à se développer. Et puis, l'agriculture, c'est une relation entre, enfin plus fondamentalement d'ailleurs, hein, ça dépasse, ça complète ce que je viens de dire, c'est une relation entre une société et un territoire. Il y a des agricultures, il n'y a pas une agriculture comme on a souvent tendance à dire. On a tendance à considérer qu'il y a l'agriculture au singulier, qui serait avec ou sans chimie, industrielle ou pas industrielle, etc. Vraiment, il faut dépasser cette vision-là qui est complètement obsolète. Il n'y a pas une agriculture, il y a des agricultures. L'agriculture a été inventée une trentaine de fois dans l'histoire de l'humanité, certaines avec des liens les unes les autres, mais certaines complètement indépendamment. Quand les habitants d'Amérique centrale ont inventé l'agriculture, ils n'avaient aucune connaissance de ce qui s'était fait en Chine, de ce qui s'était fait au Proche-Orient. Il n'y avait aucun échange humain entre l'Amérique et l'Eurasie à cette époque-là. Donc on a bien eu des inventions complètement indépendantes de formes d'agriculture différentes. Chaque société, dans son territoire, va construire un mode d'agriculture. Il se trouve que l'agriculture qui domine le monde aujourd'hui, c'est celle qui a été inventée au Proche-Orient, Syrie-Irak actuelle, donc une région avec laquelle on a un lien historique considérable. Notre civilisation vient de la région qui est aujourd'hui complètement en guerre. C'est pas pour rien qu'on s'y intéresse. Nous sommes extrêmement redevables de cette région du monde. Notre agriculture vient de là. Et cette agriculture qu'on a construite en Europe, on l'a finalement imposée au monde ces derniers temps. Mais d'autres agricultures sont possibles, et c'est finalement la question qui est derrière la question de l'agriculture bio. Donc je ne vais pas développer, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais c'est important d'avoir en tête que quand je parle d'agriculture bio, pour moi la réponse à pourquoi développer la bio en restauration collective, il faut bien être conscient que je parle de la bio en tant qu'une agriculture qui va se construire en relation à l'environnement et en relation à la société, et non pas comme le fait l'agriculture qui domine le monde aujourd'hui, une agriculture qui considérerait l'environnement comme un adversaire. Après qu'on aille appeler ça agriculture bio, agroécologie, permaculture, il y a plein de termes qui circulent, pour moi ce n'est pas très important. L'important c'est d'être conscient qu'on doit en Europe arrêter notre ethnocentrisme, on doit arrêter de se croire le centre du monde. Il y a d'autres régions du monde qui ont inventé des agricultures beaucoup plus intelligentes que la nôtre, des agricultures qui sont en relation avec l'environnement au lieu d'être en conflit avec l'environnement. Et c'est cette démarche-là qu'il faut qu'on soit capable d'adopter à notre tour. Et c'est cette démarche-là qui est au cœur de l'agriculture biologique. Alors derrière cette réflexion, arrive la question, cette agriculture-là, donc qui globalement en Europe va être appelée agriculture bio, sachant que je mets des bémols, des parenthèses, des guillemets, tout ce que vous voulez autour de cette notion-là, parce que la bio du règlement européen, c'est plus une agriculture sans chimie. Moi, je parle souvent l'agriculture qui n'est pas bio, je l'appelle l'agriculture conventionnelle. Ça m'évite de l'appeler chimique, industrielle, productiviste ou je ne sais pas quoi, parce qu'elle est parfois, elle ne l'est pas. Enfin bon, ça, c'est des définitions qui sont souvent très discutables. Je préfère parler simplement d'agriculture conventionnelle. Il n'y a pas de jugement, c'est un constat. C'est l'agriculture qui fait convention aujourd'hui dans les institutions internationales. Et donc, aujourd'hui, le règlement bio européen, si j'étais un peu méchant, je pourrais dire c'est un peu un règlement pour une agriculture conventionnelle sans chimie. L'agriculture bio vers laquelle il faut qu'on aille va plus loin que ça. On ne doit pas simplement enlever la chimie, on doit remettre à plat les bases de l'agronomie. On doit repartir du sol vivant, on doit recréer des relations entre les plantes, on doit recréer un équilibre entre les animaux et les végétaux, etc. Donc c'est toute une dimension agronomique à remettre à plat. Si vous êtes d'accord sur cette définition globale, même si pour l'instant, faute de mieux, en première approximation, on peut se baser sur l'agriculture bio du règlement européen, parce que c'est celle-là qu'on a chez nous, et c'est une bonne manière de se mettre en mouvement. Pourquoi est-ce qu'il faudrait développer cette agriculture-là, donc cette agriculture bio, en restauration collective, mais évidemment pas que en restauration collective, vous imaginez bien. Pourquoi est-ce qu'il faut la développer ? Il faut la développer pas seulement pour des raisons personnelles. Il faut la développer d'abord pour des raisons collectives. La question de l'entrée de la bio dans la restauration collective se fait souvent sous l'angle de la santé. Tout à l'heure, ça a été dit qu'il n'y a pas que ça, hein, mais justement, c'est important de revenir là-dessus parce que
c'est pas faux. Il y a une vraie dimension santé. Les enfants en particulier, puisque je crois que la plupart d'entre vous travaillent quand même essentiellement en restauration scolaire, en matière de santé, les enfants sont à une période de leur vie extrêmement fragile. La période où l'organisme se constitue est une période où les perturbateurs endocriniens, les produits mutagènes, etc., vont être particulièrement nocifs et auront un effet dans 40 ou 50 ans. Donc c'est vraiment un moment où il est essentiel que les enfants soient protégés au maximum des polluants. Donc de ce point de vue-là, oui, bien sûr, il est logique d'avoir une alimentation la plus saine possible. C'est légitime. Bien entendu, il y a la question qui peut se poser en restauration collective. Je ne crois pas que vous, en particulier, travaillez dans ces domaines-là, mais il y a celle des hôpitaux. Les malades, également, devraient, pour moi, de façon prioritaire, avoir une restauration bio. Parce que c'est évidemment un moment où il ne faut pas rajouter des éléments perturbateurs du système immunitaire. Donc la santé, c'est un moment... C'est un aspect effectivement important, surtout pour les enfants, et puis évidemment pour tout le monde. Nous aussi, on a le droit quand même de penser à notre santé, même si les impacts de ce qu'on mange sont moins dramatiques que pour les enfants. Après, il y a la dimension du goût et du plaisir. On ne peut pas penser les questions de restauration, en général, des restaurations collectives, si on ne pose pas la question du goût et du plaisir. Et de ce point de vue-là, je vais revenir sur un aspect qui est souvent un élément de malentendu par rapport à la question de développer la bio dans la restauration collective, c'est qu'on va dire c'est plus cher. Ça peut être plus cher. Aujourd'hui, effectivement, pour tout un tas de raisons, comme les distorsions de concurrence que subit l'agriculture bio ne sont pas compensées, et le sont encore moins vu que l'aide au maintien vient d'être supprimée, forcément, si on veut rémunérer correctement les agriculteurs, on a a priori un surcoût avec la bio. C'est vrai. C'est le résultat d'un contexte, ce n'est pas quelque chose qui est consubstantiel à la bio. Normalement, la bio ne devrait pas coûter plus cher, mais aujourd'hui, dans la manière dont sont construits les prix agricoles, de la manière dont sont distribuées les aides agricoles, dans la manière dont sont construites les subventions indirectes au transport, les subventions aux engrais, etc., et ne parlons pas des pesticides, on a effectivement un surcoût. Mais ce surcoût, il est très facilement compensé si on réduit la part de viande. Alors on va me dire, ah mais oui, mais la viande, c'est quand même fondamental. Alors d'abord, d'un point de vue nutritionnel, il faudrait arrêter de se raconter des histoires. Manger de la viande 2-3 fois par semaine, ça suffit largement. Donc si on avait, sur les, mettons, 4 repas que les enfants mangent dans la semaine à la cantine, s'il y en a 2 qui ont de la viande, même pour des enfants qui, de façon théorique, ne mangeraient pas de viande chez eux, en général, ils en mangent quand même, mais même en imaginant des enfants qui n'en mangeraient pas chez eux, 2 repas par semaine avec de la viande, c'est largement suffisant pour être en parfaite santé. On peut d'ailleurs être en parfaite santé sans manger de viande. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là, dans ces débats-là, mais en tout cas, ce n'est pas compliqué en mangeant quelques fois. Donc si on réduit la part de viande, si on remplace la viande par des légumineuses, par des protéagineux, il ne faut surtout pas voir ça comme un affaiblissement du menu. C'est un enrichissement du menu. Parce que franchement, quand vous commencez à cuisiner des choses un peu plus subtiles que juste de la viande et des frites, de la viande et des haricots verts, de la viande et du riz, enfin, si on arrête de raisonner de la viande sans se poser de questions, et puis pof, on rajoute un légume, un sucre lent, et puis on est content, si on commence à raisonner, ah bah oui, mais je vais faire des repas avec des associations pâtes, légumineuses, etc. Eh bien, on est obligé de revenir à un métier de cuisinier, et ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, tout le monde y sera gagnant. Moi, j'ai vu chez les agriculteurs comment le fait de changer de pratique, d'aller vers des pratiques bio ou agroécologiques, permet de retrouver le plaisir de son métier. Ben, je pense que les cuisiniers en restauration collective, même si ça leur fait un peu plus de boulot au départ, de retrouver le plaisir de faire vraiment de la cuisine, d'imaginer des menus, d'imaginer des plats, de construire des menus variés, ça ne peut être que du bonus. Donc, je crois qu'il faut arrêter de voir la question de la viande ou de la réduction de la viande comme une contrainte. La réduction de la viande, c'est une augmentation du plaisir. Parce que franchement, manger de la viande tous les repas avec toujours le même goût, je ne vois pas où est le plaisir.
Par contre, varier les menus au cours de la semaine en imaginant des plats beaucoup plus complexes, comme on en a à travers le monde, et on voit bien, on aime bien aller dans des restos exotiques, où on ne mange pas forcément de la viande d'ailleurs, parce que justement on va manger des choses différentes. Faisons ça à la cantine. Donc le plaisir, c'est un moteur, c'est aussi une réponse à un certain nombre de contraintes qu'on se voit souvent opposées quand on veut changer de manière de pratiquer les apports alimentaires. Et puis bien sûr, au-delà de ces aspects un peu personnels, du plaisir et de la santé, il y a des enjeux collectifs fondamentaux. Et alors pour moi, c'est des choses qui vont de soi, mais je me suis rendu compte en discutant avec la FCPE récemment, avec des personnes qui travaillent en restauration collective à l'occasion, que ça ne va pas tant de soi que ça. Donc il faut que je revienne un peu dessus. C'est que quand vous développez la part de bio dans les cantines, vous changez les pratiques agricoles dans le territoire. Et nous avons tous la responsabilité de ce qui se passe sur nos territoires. Nous avons tous la responsabilité de la protection de notre environnement. Nous avons tous la responsabilité de ce qui se passe en termes de changement climatique aujourd'hui. Or, l'agriculture est un des actes humains les plus impactants pour l'environnement et pour le climat. 50% des surfaces françaises sont constituées de surfaces agricoles. Un peu plus de 50% même. Donc, plus de la moitié des surfaces françaises, c'est de l'agriculture. Donc, ce qu'on va faire en agriculture a un impact évidemment considérable sur les écosystèmes, sur les biotopes. La chute de biodiversité qu'on observe aujourd'hui sur la planète est tout autant, voire même en fait plus, due au problème de pollution qu'au problème de destruction des milieux. Donc, réduisons la pollution des milieux, nous sauverons une grande partie des espèces végétales et animales. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les plus anciens d'entre vous, lorsqu'on faisait un trajet de 500 km en voiture il y a 30 ou 40 ans, on devait s'arrêter plusieurs fois pour nettoyer le pare-brise, parce que même l'eau de l'essuie-glace ne suffisait pas à nettoyer le pare-brise. Au bout d'un moment, il fallait s'arrêter pour le nettoyer, tellement on avait d'insectes qui étaient écrasés par le pare-brise. Aujourd'hui, faites 500 km en voiture, vous avez éventuellement 2 ou 3 fois où vous allez faire tourner l'essuie-glace, c'est tout. Vous vous rendez compte la chute de biodiversité en matière d'insectes qu'on a connue depuis 30 ou 40 ans? C'est absolument monstrueux. Or, l'agriculture a un rôle absolument fondamental là-dedans. Et c'est réversible, on peut remettre la machine en route. Donc, décider de développer, de soutenir l'évolution de l'agriculture française vers l'agriculture bio, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et les cantines scolaires, les cantines en général, la restauration collective en général, peut être un moteur historique dans ce changement. Vous pouvez être finalement la figure de proue allez, on peut dire, vous pouvez être les sauveurs du monde. J'exagère un petit peu peut-être, mais en tout cas, vous pouvez contribuer très fortement à cette évolution. Incidemment, c'est pas si accessoire que ça, développer la bio, ça veut dire aussi, dans les régions rurales, permettre à ce que les écoles qui sont entourées d'agriculture puissent éviter d'avoir des traitements chimiques autour de l'école. Je ne sais pas si vous savez, il y a eu des cas récemment qui ont défrayé la chronique, d'écoles qui ont porté plainte pour des traitements à proximité de l'école quand les enfants étaient dans la cour. Ah oui, si en Île-de-France, même dans des régions urbaines, on décide de manger bio, on contribue à améliorer la santé des enfants des milieux ruraux. C'est sympa d'être altruiste. Incidemment, l'agriculture a aussi un rôle très important qui est très rarement évoqué dans la pollution de l'air. Les pics de pollution aux particules fines, dont l'Île-de-France est régulièrement l'objet, mais pas que l'Île-de-France, moi qui habite en Bretagne, quand je vois pic de pollution en Île-de-France, je sais qu'il y a un pic de pollution chez moi aussi. Les médias n'en parlent pas, ils sont un peu centrés sur Paris malheureusement, mais tout le Grand Ouest est systématiquement concerné par les pics de pollution aux particules fines. Chaque fois qu'il y en a à Paris, il y en a chez nous aussi. À part le pic de pollution de ce printemps, qui était lié à des particules directement, genre fumée, etc., sinon, depuis 3 ans, j'ai suivi très précisément, depuis 3 ans, tous les pics de pollution aux particules fines, donc sauf le dernier, sauf un, étaient des pics de pollution au nitrate d'ammonium. Les nitrates d'ammonium, c'est le résultat de la rencontre entre les oxydes d'azote qui viennent des voitures, donc oui, les voitures sont responsables,
et de l'ammoniac qui vient de l'agriculture. Il n'y aurait pas l'ammoniac, les oxydes d'azote ne provoqueraient pas de nitrate d'ammonium, il n'y aurait pas de pic de pollution aux particules fines. C'est bien parce qu'il y a des épandages d'azote minéral, d'azote chimique ou de lisier, et souvent les deux, qu'on a des pics de pollution aux particules fines. Donc modifier ces pratiques-là, c'est aussi améliorer la qualité de l'air. Je crois qu'en Île-de-France, ce n'est pas anodin comme objectif, et pas que en Île-de-France, comme je viens de le dire. Après, il y a évidemment les dimensions climat, changement climatique. L'agriculture est un des plus gros contributeurs au dérèglement climatique aujourd'hui. Or, on peut très facilement renverser le rôle de l'agriculture en la matière en développant l'agriculture bio, je pense que je n'ai pas besoin de continuer, parce que les pratiques de type qu'il y a autour de l'agriculture bio, ou les pratiques intermédiaires, parce qu'il y a évidemment des transitions, vont permettre de réduire fortement les émissions de N2O. Je ne sais pas si vous savez, le N2O, le protoxyde d'azote, c'est le gaz qui a le plus puissant effet de serre. C'est 300 fois plus puissant que le CO2. Il faut savoir que quand un agriculteur épand 100 kg d'azote sur 1 hectare, je peux vous garantir, pour ceux qui ne sont pas de formation agricole, ce qui est le cas de la plupart d'entre vous, que 100 kg d'azote sur 1 hectare, ça n'a rien d'exceptionnel. On voit souvent bien plus. Eh bien, un agriculteur qui épand 100 kg d'azote chimique sur 1 hectare contribue autant à l'effet de serre qu'une voiture moyenne qui parcourt 10 000 km. Pour 1 hectare, l'effet est aussi important qu'une voiture moyenne qui parcourt 10 000 km, à cause de l'émission de protoxyde d'azote, notamment, et de la fabrication des engrais également. Et on nous parle souvent de l'élevage comme contributeur de gaz à effet de serre avec le méthane des vaches. Il faut relativiser. Oui, l'élevage industriel est un émetteur majeur de méthane et donc contributeur majeur à l'effet de serre. Mais une vache qui est à l'herbe, qui va valoriser des surfaces qu'il n'est pas question de mettre en culture, parce que parfois ce n'est pas possible, c'est des régions de montagne, des zones humides. Ailleurs dans le monde, c'est les steppes kazakhs, les savanes africaines, etc. Toutes ces régions-là qu'on ne va pas forcément mettre en culture vont être valorisées par les animaux. Et de toute façon, si ce n'était pas des animaux domestiques, ça serait des animaux sauvages. Sinon, ça ne serait pas des prairies, ça serait des forêts. Et si c'est des animaux sauvages, ils émettent aussi du méthane. Donc ce qu'il faudrait calculer, c'est le différentiel entre ce qui est émis par notre élevage et ce qui serait émis dans un état naturel. Et dans ce cas-là, le différentiel, il est très faible. Donc si vous avez de l'élevage à l'herbe, ce n'est pas un problème. Donc quand je disais qu'on mange moins de viande, je n'ai pas dit qu'il fallait qu'on ne mange pas de viande, même s'il est tout à fait possible de ne pas en manger, et je respecte tout à fait ceux qui font ce choix-là. Avoir des animaux, c'est très bien, si c'est de l'élevage, pas industriel, par exemple bio. Et là, on ne contribue pas à l'effet de serre. Et au contraire, avec les prairies, on va stocker du carbone dans le sol et on peut contribuer à limiter le pic de gaz à effet de serre qu'on a en ce moment, parce qu'il y a une urgence aussi à essayer de faire baisser le taux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et on peut même, avec l'agriculture, arriver à le faire baisser un petit peu. Mais pour ça, il faut développer l'agriculture bio. Et puis, bien entendu, on parle beaucoup d'alimentation locale, de circuits courts. Bien sûr, le lien au territoire. Je vous ai dit que l'agriculture, c'est une relation entre une société et un territoire. Donc, bien entendu, il faut travailler au maximum à l'échelle du territoire. Il faut essayer de recréer des liens entre vos lieux de restauration et le territoire environnant. Alors évidemment, quand on est dans un territoire urbain, ça paraît moins évident. Tout ne va pas être local. Mais pour autant, les liens existent. Et même s'il est plus symbolique qu'autre chose, même s'il est le lien de se dire « je vais permettre de limiter la pollution de l'air », c'est déjà pas négligeable. Et bien entendu, il faut essayer de développer des produits les plus locaux possibles. Et au-delà de tout ça, je reviens sur un mot qui a été utilisé aussi par Éric Bilouet tout à l'heure, c'est la notion de lien, de relation. Ce qui est fondamental dans l'approche de l'agriculture bio, et ce qui m'intéresse, c'est la démarche, ce n'est pas un règlement pris au pied de la lettre, c'est la dimension de lien. C'est une vision systémique, holistique. On va essayer de faire la relation entre tous les éléments d'un système au lieu de les séparer les uns des autres. Et dans cette vision globale, bien entendu, la relation humaine, la relation entre les enfants et les agriculteurs, pourquoi pas, au moins entre les enfants et les cuisiniers et les agriculteurs, toutes ces relations-là, il va falloir les reconstruire lorsqu'elles n'existent pas ou les améliorer lorsqu'elles existent.
Et donc, ce qui me paraît très important d'avoir comme objectif, globalement, c'est d'arriver à articuler plaisir et responsabilité. Les deux vont ensemble. Les choix qui vont nous permettre de rectifier, de compenser ou d'éviter le changement climatique, d'éviter la pollution de l'air, d'éviter la pollution des milieux, d'avoir des aliments de meilleure qualité nutritionnelle et sanitaire, ce sont des choix qui vont nous permettre de prendre du plaisir. Ce sont des choix qui vont permettre de refaire de la cuisine. Ce sont des choix qui vont nous permettre d'avoir du goût, de la diversité. Ce sont des choix qui vont nous permettre d'avoir aussi la conviction d'être utile. Ce sont des choix qui vont nous permettre de nous remettre en relation. Et être en relation procure toujours beaucoup plus de plaisir que d'être chacun dans son coin. Moi, j'ai toujours un plaisir énorme d'aller à la rencontre des paysans, à la rencontre de différents acteurs de l'agroalimentaire. Je n'ai pas été amené beaucoup à travailler avec des cuisiniers, ça m'est arrivé, et j'ai aussi beaucoup de plaisir à pouvoir travailler avec eux et à voir comment ils travaillent et à essayer de voir comment on peut mettre en lien les contraintes agronomiques et leurs contraintes, qui sont réelles, d'un point de vue de leur activité professionnelle. Donc, prenons conscience que la responsabilité de la transition écologique, de l'agriculture bio, c'est un plaisir, c'est pas un poids, c'est une libération au contraire. Tous ceux qui ont sauté le pas le disent, ils ont retrouvé un énorme plaisir, un accomplissement, on pourrait dire, dans leur métier. Et puis, comme il va falloir que je pense à conclure, je voudrais revenir sur la notion de temporalité, parce que c'est une notion extrêmement importante, et je sais que vous qui travaillez directement dans le concret de la restauration collective, vous êtes bien conscient de ces dimensions-là. La temporalité, je ne vais pas entrer dans des aspects qui concernent plus directement vos métiers, que je connais moins bien que vous, mais en ce qui concerne l'aspect agricole et alimentaire, il y a une temporalité du changement. Si on veut avoir des produits bio demain dans les cantines, et l'amendement qui avait été proposé par Brigitte Allain, dont vous avez discuté tout à l'heure, est extrêmement important, ce changement-là, vers 20% de bio dans les cantines à moyen terme, et pourquoi pas 50% à plus long terme, il demande une progressivité. Vous êtes bien conscient que si aujourd'hui on dit qu'il faut 20% de bio dans les cantines demain, on va avoir de la bio importée. Et si on fait venir de la bio d'Europe centrale, d'Afrique du Nord, voire de plus loin, c'est sympa pour eux, c'est sympa d'améliorer l'environnement en Europe centrale, en Afrique du Nord. Et c'est jamais inutile, mais ça serait quand même encore plus chouette si on travaillait à faire évoluer notre agriculture ici et maintenant, si on aidait les agriculteurs français à changer de pratique en conservant un revenu, parce que c'est comme vous, hein, un agriculteur, si on lui dit « débrouille-toi, passe en bio », il va dire « t'es bien gentil, mais moi j'ai besoin de dégager un revenu ». Donc à un moment donné, pour les agriculteurs comme pour vous, il ne s'agit pas de dire « débrouillez-vous ». Il s'agit de se donner des objectifs, il s'agit d'être conscient de ce changement nécessaire, et il s'agit ensuite de décliner comment on fait. Comment on fait collectivement, comment on accompagne tout ça. Et donc il y a à la fois la question de la transition, de la temporalité de la transition pour les agriculteurs, on ne passe pas en bio du jour au lendemain, ça demande une formation, ça demande un accompagnement. Il y a la question des filières, parce qu'on ne va pas organiser des filières bio et locales du jour au lendemain non plus. Ça demande évidemment l'accompagnement des cuisiniers, parfois de réorganisation de la manière dont fonctionnent les cuisines elles-mêmes. Il est évident que selon qu'on est en liaison chaude, liaison froide, cuisine centrale ou pas, évidemment, vous voyez bien mieux que moi toutes les conséquences que ça peut avoir. Et puis, ça demande à être accompagné au niveau des enfants aussi, parce que vous savez comme moi que, quand je parlais de viande tout à l'heure, si on met un repas sans viande aux enfants, aujourd'hui, ils ne sont pas éduqués à manger sans viande, et ils vont avoir tendance à dire « Oh là, elle est où la viande ?» Donc à un moment donné, ça demande aussi une progressivité, ça demande un accompagnement, ça demande à leur faire découvrir le plaisir qu'il y a derrière petit à petit. Il ne s'agit pas du jour au lendemain de dire bah, « pof, on va supprimer la viande à la moitié des repas », évidemment. On ne peut pas faire comme ça. Et cette temporalité, elle demande un accompagnement. En particulier, j'insiste là-dessus parce que c'est le domaine que je connais bien, au niveau des agriculteurs, leur dire « fournissez en bio s'il vous plaît », ça ne suffit pas. Parce que les agriculteurs, ils sont pris dans tout un système économique, tout un système technique. Passer en bio pour un agriculteur, c'est à peu près comme pour un salarié être muté à 800 km de là où il habite. C'est pratiquer à peu près le même métier, quoique, mais changer complètement de réseau social, de réseau économique. Parfois, on va avoir des voisins qui ne vont plus vous adresser la parole. Donc il y a plein d'éléments qui sont très lourds. Donc
Si vous voulez que des agriculteurs localement puissent passer en bio pour fournir une bio locale, puisque c'est bien ça qui est important, il va falloir les accompagner. Donc, il y a quelques élus présents. C'est vraiment essentiel d'être conscient que développer la bio en restauration collective, ça veut dire forcément mettre en place à côté des aides à l'accompagnement des conversions, l'accompagnement des agriculteurs, et en particulier via ce qu'on appelle les groupements d'agriculture biologique, les GAB en général dans pas mal de régions, ils peuvent avoir des noms différents, qui sont les meilleurs lieux d'accompagnement puisqu'ils permettent de mettre en relation les savoirs des agriculteurs déjà bio avec les agriculteurs pas encore en bio. Je prends pendant 2 secondes ma casquette d'anthropologue, puisque je travaille sur l'anthropologie des savoirs. La plupart des savoirs agricoles aujourd'hui sont chez les paysans. Et ce n'est pas juste des savoir-faire, c'est vraiment des savoirs construits. Moi, mon métier d'agronome, je l'ai d'abord appris chez les paysans, surtout en ce qui concerne la bio. Et donc, on a besoin de cette mise en relation. C'est vraiment très important et ça demande des moyens aussi. Et comme ça prend du temps, j'aime bien dire que plus ça prend du temps, plus on est conscient qu'il va falloir y aller progressivement en prenant du temps, raison de plus pour démarrer maintenant. C'est-à-dire, plus ça prend du temps, plus il faut démarrer vite. Il ne faut pas se précipiter, mais il faut mettre en route très vite. Et donc, il faut que les élus prennent des décisions. Donc, je passe la patate chaude à la table ronde de tout à l'heure sur la question de la loi sur l'introduction de bio dans les cantines. Il faut mettre des moyens derrière, parce que, encore une fois, pour vous comme pour les agriculteurs, il ne faut pas juste dire débrouillez-vous. Il faut derrière des moyens collectifs d'accompagnement. Et il faut une mobilisation citoyenne. Mais là-dessus, je crois que c'est à peu près gagné. On sait bien, bon, les réponses aux questionnaires sont optimistes, mais vous n'êtes pas forcément représentatif de la société française. Mais j'ai pu le constater par des sondages qui ont été faits récemment, que 85% des Français souhaitent de toute façon ce changement d'agriculture et d'alimentation. Donc, soyez rassurés sur ce point-là, la mobilisation des citoyens, elle est là. Je participe aux États généraux de l'alimentation. Les ONG environnementales, de solidarité internationale, de santé, de consommateurs, etc., sont toutes mobilisées pour pousser cette évolution. Donc là, de ce point de vue-là, vous pourrez être aidés. Maintenant, il faut effectivement que les décisions suivent. Voilà, j'en ai terminé. Maintenant, c'est à vous de trouver les solutions. Merci.